Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres. La 15e séance du Conseil des ministres s'est tenue aujourd'hui au palais présidentiel. Le président par le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et en Tunisie, dans l'attente des résultats définitifs des élections présidentielles. Bonsoir à tous. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres ce matin au Palais de la République. Deux projets de loi étaient inscrits à l'ordre du jour. Un projet de loi portant sur le règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2018 et un second projet de loi portant sur le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2019. Écoutons pour plus de précision le compte-rendu du porte-parole du gouvernement. Bismillahirrahmanirrahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 15e séance du Conseil des ministres en ce mardi 17 septembre 2019. Étaient inscrites à l'ordre du jour deux projets de loi. Le premier projet de loi porte sur le règlement définitif du budget de l'État pour l'exercice 2018. Au cours de l'année 2018 est observée une reprise progressive de la croissance économique qui atteint 6,7%. Cette forte croissance s'explique par l'intégration de la valeur ajoutée de la zone franche dans le PIB, plus précisément dans le secteur du transport et du commerce. Quant aux finances publiques, ils enregistrent, hors amortissement de la dette et des opérations d'appurement d'arriérés, un déficit de 10 milliards 270 millions francs Djibouti. En matière d'exécution budgétaire, le budget 2018 est arrêté à la date du 31 décembre 2018, d'une part enregistré en recette générale un montant égal à la somme de 136 milliards 336 millions de francs Djibouti, et d'autre part enregistré un niveau de dépenses générales égal à la somme de 141 milliards 120 millions de francs Djibouti. Le deuxième projet de loi porte sur le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2019. Le budget rectificatif de l'État pour l'exercice 2019 est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 152 milliards 892 millions 50 000 francs, soit une augmentation de l'ordre de 5 milliards 210 millions de francs Djibouti par rapport au budget provisionnel initial de l'exercice 2019 qui était de l'ordre de 147 milliards 682 millions 50 000 francs Djibouti. Les ressources intérieures sont arrêtées à 114 milliards 220 millions de francs Djibouti contre une prévision initiale de 113 milliards 925 millions 545 000 francs Djibouti, soit une augmentation de l'ordre de 294 millions 455 000, donc 0,3%, imputable à la variation de divers postes d'impôts. D'une part, les recettes fiscales et plus particulièrement les impôts directs ont fait état d'un manque à gagner de 200 millions. Les autres taxes ont également baissé à hauteur de 156 millions de francs Djibouti. Toutefois, les recettes non fiscales et plus particulièrement le poste de recettes des services sont revus à la hausse de 650 millions de francs Djibouti. Les différentes mesures proposées dans cette loi de finances rectificative corrigent diverses dispositions introduites par les lois antérieures, notamment en matière de patentes et de droits d'enregistrement. Ces corrections découlent de l'impact négatif tant sur les recettes et sur les objectifs de lutte contre le chômage des jeunes. En vue de promouvoir donc la création des PME et de lutter efficacement contre le chômage des jeunes djiboutiens, le gouvernement a introduit par les dispositions de la loi numéro 190/1 2017, 7e législature, du 29 mai 2017, les exonérations suivantes. Exonération de la patente, l'année de création et les 2 années suivantes pour les nouveaux redevables entreprenant une activité relevant de la classe 5 à 8 du tarif général des patentes. En fin de séance, le ministre du Commerce a fait une communication au Conseil sur sa visite de travail effectuée en Indonésie du 20 au 21 août 2019. Le ministre des Affaires étrangères a pour sa part fait rapport au Conseil sur sa participation à la 152e session ordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe tenue au Caire du 10 au 11 septembre 2019.
L'actualité à Djibouti, c'est aussi le processus en cours de mise en place de mécanismes de renforcement des performances de l'action gouvernementale. Dans ce cadre, des réflexions de haut niveau sont engagées et se poursuivent depuis le 18 juillet dernier avec le soutien du cabinet d'experts dénommé Pemandou Associates. Ainsi, les plus hauts cadres de l'administration publique ainsi que plusieurs panélistes nationaux et internationaux bûchent laborieusement sur les voies et moyens de mesurer les performances et pertinences de l'action du gouvernement. Sous le tritype engagement, coordination et coopération qui constituent les trois fonctions essentielles pour l'élaboration de politiques efficaces, deux secteurs principaux, à savoir l'énergie et le tourisme, font l'objet actuellement d'études, analyses donc approfondies. Et au sein d'ateliers d'envergure qui se déroulent au Palais du Peuple, experts et participants s'attellent donc à mettre en place des méthodes, de mécanismes devant permettre aux institutions publiques nationales de se mettre en phase et être en mesure d'appuyer et soutenir les 10 secteurs sur les plans aussi bien économiques que sociaux. Et ce, conformément aux objectifs définis par la vision 2035 et la SCAP. Les mesures de performance ainsi établies vont contribuer à renforcer l'efficacité des institutions public avec le concours d'une unité d'évaluation qui dorénavant sera directement rattachée à la primature. L'objectif principal étant de dégager des résultats sur mesure qui devront apparaître dans des délais relativement courts, ne dépassant pas une année. C'était hier, le ministre des Finances, Ilyas Moussa Daoualé, a reçu dans son cabinet le directeur général de la Société internationale islamique de financement du commerce, connue sous les acronymes ITFC, Hani Salem Sambol, à la tête d'une importante délégation, une institution faisant office de principal promoteur financier au sein de la Banque islamique de développement. Cette rencontre a porté sur les projets d'investissement nouveaux que la Société internationale islamique de financement entend initier à Djibouti, notamment dans le domaine de l'énergie, mais aussi des petites et moyennes entreprises. En prit part à cette rencontre le ministre de l'Énergie, le directeur de la Société internationale des hydrocarbures et le staff du ministre. Après leur rencontre, le ministre des Finances et le directeur de l'ITFC, Hani Salem, ont rencontré les représentants des banques dans le cabinet du ministre. Cette rencontre a permis d'aborder ces questions liées à l'exploration des opportunités d'investissement dans le domaine de l'énergie et notamment d'ouverture des lignes de crédit. Les discussions ont aussi porté un nouveau programme pour les PME visant à améliorer l'accès au financement du commerce. L'idée est d'utiliser la finance islamique des produits financiers conformes à la loi de la Charia pour aider à combler le déficit substantiel de financement du commerce pour les petites et moyennes entreprises. Rappelons que ces discussions s'inscrivent dans le cadre de l'initiative Pont du commerce entre l'Afrique et l'Arabie qui a pour objectif de libérer le potentiel d'une croissance économique durable grâce à une coopération économique régionale renforcée. Enfin, un accord cadre a été signé qui va mobiliser les ressources financières d'un montant de 600 millions de dollars sur 3 ans pour le financement des secteurs qui sont stratégiques pour le gouvernement, dans notamment le secteur pétrolier et le développement du secteur privé, à travers des partenariats stratégiques avec les institutions financières locales pour soutenir les petites et moyennes entreprises. Et lors d'une conférence de presse qui s'en est suivie, le directeur général de l'ITFC, Hani Salem, nous a éclairé sur l'initiative Pont de commerce entre l'Afrique et l'Arabie. Il a clairement explicité l'importance que revêt cette initiative pour les pays arabes et l'Afrique. Il a dit que ce programme, Pont sur le commerce extérieur entre l'Afrique et l'Arabie, est un programme régional de promotion du commerce qui vise à résoudre certains des problèmes rencontrés pour promouvoir le commerce entre les deux régions. En 2010, le volume total des échanges commerciaux des pays arabes s'élève à 1128 milliards de dollars, tandis que le volume total des échanges commerciaux de l'Afrique était environ de 566 milliards de dollars. Le volume du commerce interrégional est encore faible. Cependant, il existe de gros potentiels inexploités de partenariat commercial, en particulier pour certains secteurs tels que les machines, le matériel électrique, les intrants agricoles tels que les engrais, les industries agroalimentaires, la santé et l'industrie pharmaceutique.
Et de son côté, le ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Daoualé, a précisé donc le rôle que peut jouer Djibouti dans cette initiative Afrique-Arabie en tant que plateforme logistique multimodale et porte d'entrée pour cette partie du continent. On l'écoute. Pour ce qui concerne les relations entre les banques de la place et les institutions de la finance islamique et en particulier du groupe de la BID, nous pensons que l'arrivée de M. Anis Salem pour signer ces mémorandums est une belle opportunité pour les banques de la place à obtenir également des relations de partenariat. Déjà, le ITFC a commencé à discuter avec certaines banques dans les banques islamiques, des discussions pour collaborer ensemble. Aujourd'hui, c'était l'occasion également de parler de tous les produits que ITFC offre pour les pays membres du groupe de la banque et en particulier du rôle de ITFC dans le commerce, mais également dans tout ce qui est renforcement des capacités dans le développement. Je pense que beaucoup de banques présentes ce matin ont également trouvé un intérêt pour participer à élargir le spectre de notre action et surtout des produits à offrir pour des financements donc, de ITFC, du renforcement des capacités dans d'autres domaines. Nous sommes à 20 km de l'autre côté de l'Arabie, en particulier du Yémen. Nous pensons donc Djibouti a un rôle à jouer dans cette grande initiative, mais également de se servir de la plateforme logistique et commerciale de Djibouti pour servir l'ensemble de la région sur ces idées-là qu'on a développées aujourd'hui et que nous allons approfondir, Inch'Allah, avec la participation du secteur privé, parce qu'on souhaite un secteur privé qui joue le rôle principal dans le développement de Djibouti, pour en tout cas ce qui concerne de la vision du président de la République et de son gouvernement. Également dans l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, à la tête d'une importante délégation de son ministère, comprenant des chefs d'établissement scolaires, s'est rendu à Mascate, à Oman, le 14 septembre dernier, pour participer au forum MENA Innovation. Cet événement réunissant chaque année les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord est dédié aux problématiques et aux innovations technologiques dans le domaine notamment de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le ministre de l'Éducation nationale a pour sa part participé à une table ronde ayant analysé donc les défis à relever pour la région MENA en matière de formation professionnelle, d'employabilité, de compétences numériques, d'entrepreneuriat régional à favoriser. Il a ainsi pu partager l'expérience djiboutienne et la volonté politique du président de la République pour booster ce secteur stratégique et porteur. L'accent a été mis sur les défis auxquels est confronté le domaine de l'enseignement technique et le TFP, donc ainsi que ses besoins urgents en matière d'investissement et de réorganisation, les principaux donc étant l'adéquation entre la carte de formation et le marché du travail, la qualification de la main-d'œuvre disponible pour répondre aux besoins des divers secteurs. La forte présence des membres du gouvernement omanais ainsi que les hauts responsables fut un message fort quant au plein engagement de ce pays donc dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Santé à présent, le Palais du Peuple a abrité hier donc une cérémonie de lancement officielle de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire dans le cadre de la lutte menée contre le paludisme. Placée sous le patronage du ministre de la Santé, Mohamed Ouarsama, la cérémonie de lancement s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement et de la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa. L'événement aura aussi mobilisé de l'ensemble donc des professionnels de la santé et de nombreux acteurs de santé communautaire qui ont suivi avec intérêt les différents programmes de cette journée de lancement relative à la campagne de pulvérisation intradomiciliaire. Outre donc un sketch admirablement exécuté sur l'implication communautaire, les participants ont suivi donc avec attention l'exposé instructif du conseiller technique en santé publique, Hassan Moussa, qui a indiqué que dans sa première phase, cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire se concentrera dans les zones à haut risque paludique. Il s'agit des quartiers Engela FNP, Arhiba, 4T4 et quartier 6.
Puis, dans sa présentation, Mounira Ali, directrice de la DPSP, est revenue sur les différentes phases de préparation et de mise en œuvre de cette campagne de pulvérisation intradomiciliaire en mettant en exergue la volonté et l'implication remarquable de toutes les parties prenantes pour la réussite de cette action. Et tout comme la coordinatrice du système des Nations Unies, le représentant de l'OMS et la représentante du PNUD, les voix concordantes des intervenants s'accordaient donc sur la pleine et entière implication de leurs organismes respectifs pour accompagner les efforts gouvernementaux dans la lutte multiforme contre le paludisme à Djibouti. On les écoute. On est arrivé de faire des activités qui, certes, ont réduit l'impact du paludisme à une activité qui est phare. Cette pulvérisation intradomiciliaire entre nous, combinée aux usages des moustiquaires et combinée à d'autres activités d'Asie, dans les pays d'Amérique du Sud, la clé de l'élimination du paludisme est passée par cette case, qui est la pulvérisation intradomiciliaire. Aujourd'hui, on est en train de faire un projet pilote pour voir parmi 6 000 ménages un succès derrière. Je n'ai aucun doute que l'année prochaine ou l'année d'après, on serait ici, non seulement pour lancer des activités, mais pour dire qu'on est en train d'avancer à grands pas vers l'élimination du paludisme dans notre pays. L'urgence contre ces phénomènes qui malheureusement a coûté la vie de beaucoup de gens et qui a fait tomber malade beaucoup de gens. Donc c'est quelque chose qui nous concerne tous et toutes. C'est quelque chose pour laquelle il faut être ensemble. Je veux remercier aussi les bailleurs de fonds au gouvernement et aller main dans la main dans cette lutte. Et je suis sûre, ce sera bien avant le 2030 qu'on va se voir libre du paludisme. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama, a rappelé que l'intensification de la lutte antivectorielle constituait une priorité absolue dans la politique sanitaire édictée par le président de la République. Le ministre a par ailleurs sollicité l'implication de tous les acteurs concernés en vue de contribuer efficacement à cette nouvelle dynamique vertueuse, donc visant à endiguer la propagation du paludisme pour atteindre rapidement l'objectif zéro paludisme à Djibouti. Je suis heureux aujourd'hui de participer au lancement de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire qui constitue une étape cruciale de la lutte contre le paludisme à Djibouti. Conformément aux instructions du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, la lutte ces derniers mois ont permis d'inverser la tendance en passant de 10 564 cas notifiés en avril 2019 à 250 cas au mois d'août de cette même année. Ces résultats sont le fruit des efforts consentis par le gouvernement, par le ministère de la Santé, en collaboration avec les départements sectoriels et partenaires du secteur de la santé, qu'il nous faut continuer à distribuer aux ménages djiboutiens, surtout à sensibiliser davantage sur leur utilisation. J'ai fait également référence à une intervention toute nouvelle à Djibouti, la pulvérisation intradomiciliaire destinée à prévenir le paludisme au niveau des foyers de la population djiboutienne. Nous l'avions annoncé il y a déjà plusieurs mois. Nous étions engagés depuis dans une série d'étapes préparatoires pour aboutir aujourd'hui à ce lancement. Et enfin, la cérémonie de lancement s'est clôturée sur une note festive de remise d'attestations par les officiels aux différents lauréats qui ont participé donc à la formation des formateurs sur les techniques de la pulvérisation intra-domiciliaire. Au total, la formation a concerné une 50aine de personnels de santé et d'agents d'hygiène qui ont suivi avec succès les différents modules sur la mise en œuvre de la pulvérisation intradomiciliaire à Djibouti.
Sous la houlette du ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Gueddi, la société Ruby Énergie Djibouti a inauguré officiellement sa nouvelle station-service située au PK12, une initiative forte qui scelle l'engagement renouvelé de la société Ruby Énergie à Djibouti, où la société continue de faire des investissements fructueux tout en créant des emplois et en densifiant le réseau de distribution donc, du carburant sur l'ensemble du territoire national. Autre station inaugurée et rénovée également, conforme aux normes internationales, c'est celle de la société Ruby Énergie, située cette fois-ci sur la route d'Arta, en face du stade de Gouled. C'est le sens même de cette inauguration qui arrive à la suite des deux nouvelles stations récemment inaugurées dans les régions de l'intérieur, à Tadjoura et à Obok en l'occurrence. Cette nouvelle station va ainsi créer de nombreux emplois. Le directeur général de Ruby Énergie, Olivier Gasbarian, a mis en exergue que chez Ruby, nous mettons, a-t-il dit, le client au cœur de nos préoccupations et cette saison synthétise parfaitement le positionnement de Ruby, a-t-il indiqué. Pioche et l'ouverture, on compte généralement 100 jours. Bon, on a une petite différence. Quoi qu'il en soit, 19 mois après et 210 millions de francs d'investissement après, je suis... Et le ministre de l'Énergie, donc Younis Ali Gueddi, a rappelé l'importance que revêt donc l'inauguration de cette station pour les gens qui habitent dans les proximités, les voitures sur les routes et le plus important, à chaque station créée, il y aura des offres qui l'accompagneront. On écoute le ministre. L'événement qui nous réunit ce matin revêt d'une importance particulière car il consacre la réalisation d'un engagement que les hauts responsables de Ruby Énergie avaient pris lors de leur installation au nom du ministère de l'Énergie et du gouvernement de la République de Djibouti. En l'espace d'une année, j'ai eu le privilège d'inaugurer à Balbala que nous avons besoin de temps. Hier, j'étais pas là, mais mes collaborateurs et les responsables de Ruby Énergie étaient là. Nous avions fait une première inauguration de la nouvelle station rénovée de la route d'Arta, du boulevard Hassan Goulet plus précisément. Donc, j'ai passé hier soir pour constater la réalisation de ces stations. Je suis surpris que c'est une station belle, vivable et accueillante pour mes compatriotes, d'autant plus qu'une station-service, quand nous savons que l'emploi entre 20 à 30 personnes par station. Également dans l'actualité, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Silaj Omar Abdelkader, s'est rendu hier dans la ville d'Obok, chef-lieu de la région du même nom. Après un accueil chaleureux de la population de la région, il a donc par la suite procédé à la cérémonie de passation de service entre le préfet sortant Hassan Dabalé et le nouveau préfet d'Obok, Abdelmalik Mohamed Banouita. La cérémonie s'est déroulée dans une ambiance conviviale et festive. La population d'Obok s'est mobilisée comme un seul homme devant la préfecture pour accueillir le nouveau préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Banouita, tout en souhaitant un bon départ à Hassan Dabalé qui succède à Abdelmalik dans la ville blanche. En préparant cet événement, les éléments du ministère de l'Intérieur, les autorités compétentes de la région, à savoir donc les parlementaires, le président du conseil régional, les élus locaux, ainsi que les notables et acteurs de la société civile. La joie a été à son comble, donc les Obokois ont accueilli chaleureusement le nouveau préfet et la délégation du ministère de l'Intérieur. Et après la traditionnelle cérémonie d'accueil, les deux préfets ont procédé à la signature des documents de passation de service. Activité similaire également, cette fois-ci à la préfecture de la région de Tadjoura, où il a été donc procédé à la cérémonie de passation de pouvoir entre le préfet sortant, Abdelmalik Mohamed et le nouveau préfet Hassan Dabalé Ahmed. L'ensemble donc de ces opérations constituant la passation s'est déroulé dans des bonnes conditions. Cette cérémonie donc s'est déroulée sous la supervision du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, Silaj Omar Abdelkader, et ses proches collaborateurs. Et le nouveau préfet donc de la région de Tadjoura, Hassan Dabalé Ahmed, a été accueilli par la population, les notables et les acteurs de la société civile, également du vizir donc du sultanat de Tadjoura, Ahmed Shahem.
sport à présent, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la Fédération djiboutienne de football a organisé hier soir au Sheraton Hotel un dîner gala en l'honneur de l'équipe nationale de football. Ce dîner qui a vu la participation de la présidente du comité national olympique, Aïcha Ali Garad, du commissaire au plan chargé des statistiques, Amar Ali Saïd, du directeur des sports, Abshir Ali, et du vice-président de la Fédération djiboutienne de football, ainsi que des responsables de la fédération. L'objectif du dîner était d'encourager une fois de plus l'équipe nationale après leur sacre au premier tour de la qualification de la Coupe du Monde 2022. Lors de ce dîner gala, la Fédération djiboutienne de football et le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport ont assuré les requins bleus de toujours les appuyer et les encourager. Rappelons que les requins de Djibouti se sont qualifiés pour le second tour de la qualification de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar. Écoutons à présent l'intervention du directeur des sports au secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. De notre équipe nationale senior de football, nous avons organisé un dîner de gala en l'honneur de nos joueurs et du staff. Donc ils ont fait un résultat mais vraiment exceptionnel parce que c'est une première pour la République de Djibouti de se qualifier pour la deuxième phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Hein. J'ai bien dit de la Coupe du Monde. C'est une fierté. Donc un travail a été projeté et réalisé par la Fédération djiboutienne de football qui au passage je félicite et je réitère encore mes félicitations au comité directeur et aux responsables de la fédération qui, depuis presque 12 ans, ont cru à ces programmes et qui, ces programmes, aujourd'hui, a donné ses fruits. Je profite de cette occasion pour rendre hommage aux supporters djiboutiens qui, au match aller, se sont rendus massivement au niveau de notre stade en remplissant les dizaines de mille de places. Donc, si nous avons arrivé à réaliser ce résultat, c'est qu'il y avait la conjugaison de plusieurs forces. La première, c'était les supporters, et ensuite les responsables de la fédération, et appuyés par les responsables du ministère qui ont cru à ce que Djibouti peut faire mieux, peut aller plus loin. Et alhamdoulilah, nous l'avons fait. Maintenant, il y a un travail qui reste. Donc, ce soir, nous fêtons ça. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. La Tunisie est toujours dans l'attente des résultats définitifs des élections présidentielles. Asma Oubaker nous en dit plus. Les élections de dépouillement se poursuivent après le premier tour de la présidentielle de ce dimanche. Un scrutin au résultat toujours indécis. 2 candidats considérés comme anti-système ont dès hier soir revendiqué leur qualification pour le second tour. D'abord, il y a Kais Saïd, professeur d'université, candidat indépendant. Si les premières projections se confirment, il aurait obtenu près de 20% des voix. Pour la seconde place, c'est un peu plus compliqué. Apparemment, c'est l'homme d'affaires Nabil Karoui qui serait deuxième avec près de 14% des suffrages. Problème, ce candidat se trouve actuellement sous les verrous. Il est poursuivi pour blanchiment et fraude fiscale. En tout cas, le troisième candidat, il s'agit d'Abdel Fattah Mourou, qui défend les couleurs du parti d'inspiration islamiste Ennahda. Son sort électoral dépend du sort judiciaire de son rival, Nabil Karoui. Pour les observateurs, c'est le signe d'une certaine désaffection de l'opinion vis-à-vis de la classe politique, jugée incapable de répondre aux attentes nées de la révolution de 2011. Et nous finissons en sport cette édition. Les Madrilènes ont remporté leur premier championnat du monde de basketball. La suite dans cette séquence. L'équipe espagnole a été triomphale le lendemain de sa victoire en finale contre l'Argentine, 95-75. Les joueurs sont arrivés place Colón pour voir leurs supporters avec 2 heures de retard sur le planning, mais peu importe, après avoir attendu 13 ans pour fêter ce nouveau titre de champion du monde. Plus tôt, l'équipe avait déambulé à bord du traditionnel bus de la victoire dans les rues de la capitale espagnole. Ils ont même eu droit à une réception royale en présence du roi Felipe et de la reine Laetitia. D'où leur retard des supporters d'ailleurs. L'exploit des Espagnols est d'autant plus étonnant qu'ils faisaient partie des outsiders au début de ces mondiaux qui ont rassemblé 32 équipes. À présent, tous les yeux sont tournés vers les JO du Japon. C'est ainsi que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé Djibouti.